Le millionnaire suivit l'employé et la vit sous un pont avec ses enfants. L'aîné révéla tout. Richard Dubois remarquait depuis 3 semaines quelque chose qu'il ne savait comment nommer. Ce n'était pas une chose concrète, pas une erreur en cuisine, ni une tache sur les sols, ni une plainte, ni un retard. C'était quelque chose en Louise, quelque chose qui s'en allait d'elle, comme la lumière s'en va d'une bougie quand quelqu'un laisse la fenêtre ouverte, doucement, sans bruit, sans que personne ne le remarque, jusqu'à ce que la flamme ne soit presque plus là. Les mains furent la première chose. Richard la vit servir le petit déjeuner des triplés un lundi matin et s'arrêta à la porte de la cuisine, car les mains de Louise étaient rouges, gercées, avec la peau crevassée aux jointures, comme si elle les avait plongées dans de l'eau glacée pendant des heures. Elle servit les 3 assiettes de fruits avec la même précision que d'habitude. La banane coupée en rondelles pour Sébastien, la pomme en dés pour Jacques, la mangue sans pépins pour Émilie, mais ses mains tremblaient en posant la cuillère, et ses doigts se refermaient avec la rigidité de quelque chose qui fait mal. Ensuite, ce furent les yeux, les cernes que Louise a toujours eues, les cernes normales d'une femme qui travaille. Depuis 6 heures du matin, ils étaient devenus quelque chose de différent, quelque chose de plus profond, de plus sombre, de la couleur d'un hématome qui ne guérit pas. Les yeux eux-mêmes s'enfoncèrent dans le visage comme si le crâne absorbait ce qui restait d'elle. Et les vêtements, les mêmes vêtements sous l'uniforme, toujours les mêmes, un chemisier gris et un pantalon noir qui chaque semaine lui allait de plus en plus grand, car Louise se recroquevillait à l'intérieur comme un arbre qui perd ses feuilles en une saison qui n'est pas l'automne. Richard ne dit rien, non pas parce que cela ne l'importait pas, mais parce qu'il ne savait pas quoi dire. Comment demande-t-on à la femme qui nettoie votre maison si elle va bien? Avec quels mots? Avec quel droit lui payait-il un salaire? Un bon salaire? Ou du moins c'est ce qu'il croyait. Et elle arrivait à l'heure et partait à l'heure, et les triplés étaient baignés et nourris, et la maison était impeccable. Et c'était tout ce que Richard avait besoin de savoir, ou tout ce qu'il voulait savoir, ou tout ce qu'il se permettait de savoir. Ce fut un jeudi à 11 heures du matin que le corps de Louise décida qu'il ne pouvait plus. Elle était dans la cuisine, préparant le biberon d'Émilie. Les triplés avaient 4 ans, et Émilie prenait encore du lait tiède avant la sieste, parce qu'elle était la plus jeune des 3 de 11 minutes, et parce que Louise savait que le lait tiède la faisait mieux dormir, bien que personne ne lui ait demandé de le savoir, ni de s'en souvenir, ni de préparer le biberon à la température exacte qu'Émilie aimait. Louise était debout devant la cuisinière, remuant le lait d'une main, tandis qu'avec l'autre, elle se tenait au bord du comptoir, parce que ses jambes tremblaient depuis le matin, et le sol de la cuisine bougeait sous elle, comme si la maison était sur un bateau. Le biberon lui tomba en premier, puis les genoux, puis tout le corps. Le son que fit Louise en tombant sur le sol de la cuisine fut un son sec, sans amorti. Le son de quelqu'un qui s'effondre sans mettre les mains, parce que le corps n'a plus la force de se protéger de la chute. Le lait se répandit sur le carrelage. Le biberon roula jusqu'au pied de la table, et Louise resta sur le sol, les yeux fermés, et le visage de la couleur de la cendre, l'uniforme couvrant un corps qui pesait moins que ce que devrait peser toute femme de 31 ans. Richard la trouva 40 secondes plus tard. Il venait de son bureau, le téléphone à la main, et le dossier de l'inventaire du supermarché du quartier chic de Paris sous le bras. Et quand il entra dans la cuisine et vit Louise par terre avec le lait renversé autour d'elle comme une flaque blanche, il lâcha tout. Il s'agenouilla, lui toucha le front. Il était glacial. Il chercha son pouls au poignet. Il était là, faible, irrégulier. Le pouls de quelque chose qui fonctionne, mais qui est sur le point de cesser de fonctionner. Il appela le docteur Bernard, lui dit de venir immédiatement, porta Louise jusqu'au canapé du salon, et ce qu'il ressentit en la soulevant lui serra quelque chose dans la poitrine qu'il ne sut identifier. Elle ne pesait rien. Elle pesait comme pèsent les enfants de 10 ans, pas comme pèsent les femmes adultes. Le docteur Bernard arriva en 20 minutes, l'examina sur le canapé avec le stéthoscope et le tensiomètre, et ses doigts pressant les côtes qui se dessinaient sous l'uniforme comme les touches d'un piano. Il lui prit un échantillon de sang, examina ses mains gercées, lui ouvrit les paupières avec le pouce et regarda les pupilles avec une petite lampe de poche. Et quand il eut fini, il se leva, fit signe à Richard de sortir du salon et lui dit dans le couloir, de la voix basse des médecins qui donnent des nouvelles qu'ils ne devraient pas avoir à donner. Dénutrition sévère et début d'hypothermie. Cette femme ne mange pas, Richard. Et vu l'état de ses mains et sa température basale, je vous pose sérieusement la question. Cette femme dort-elle dans la rue? Richard le regarda sans comprendre. C'est impossible, docteur. Je lui paye son salaire complet toutes les quinzaines. Le docteur Bernard ne répondit pas. Il rangea le stéthoscope dans sa mallette
laissa quelques instructions sur la table et partit. Et Richard resta immobile dans le couloir de son hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, regardant vers le salon où Louise dormait sur le canapé avec l'uniforme taché de lait et le vieux manteau qu'elle ne quittait jamais couvrant ses épaules. Le même manteau qu'elle portait en plein mai, qu'elle portait quand il faisait chaud, qu'elle portait toujours comme si elle cachait quelque chose ou comme si le manteau était plus important que la température. Et pour la première fois en 3 ans d'avoir cette femme travaillant chez lui, Richard Dubois se posa la question qu'il aurait dû se poser le premier jour. Comment vivait la femme qui s'occupait de ses enfants? Richard ne dormit pas bien cette nuit-là, ni la suivante, ni celle d'après. La question du docteur Bernard s'était installée dans sa tête comme un bourdonnement qui ne s'éteint pas. Cette femme dort-elle dans la rue? Ce ne pouvait être. Il payait à Louise 1200 € bimensuels. Un bon salaire pour une employée de maison à Paris, suffisant pour une chambre, de la nourriture et le transport. Il le savait parce qu'il signait lui-même la fiche de paie de la maison le 1er et le 15 de chaque mois, le même document où apparaissait le nom complet de Louise, Louise Dupont, et le montant que Caroline lui remettait en espèces chaque quinzaine, car Louise n'avait pas de compte bancaire. Caroline lui remettait. Cette phrase lui traversa l'esprit le vendredi soir, alors qu'il dînait seul dans la salle à manger, car Caroline était à un dîner avec ses amis et les triplés dormaient déjà. Richard resta à fixer son assiette, la fourchette suspendue et la phrase tournant, Caroline lui remettait. Il signait la fiche de paye, mais Caroline lui donnait l'argent. Il n'avait jamais vu la transaction, n'avait jamais été présent, n'avait jamais demandé à Louise si elle recevait ce qui lui était dû. Car, pourquoi lui aurait-il demandé? C'était sa femme qui s'occupait de la maison. C'était sa femme en qui il avait confiance. Le samedi, Louise arriva à 7 heures du matin. Comme tous les samedis, elle prépara le petit déjeuner, baigna les triplés, laissa la cuisine impeccable, et à midi, quand son tour fut terminé, elle ôta son uniforme dans la chambre de service, enfila son chemisier gris et son pantalon noir, et le manteau qu'elle ne quittait jamais, et sortit par la porte de derrière de l'hôtel particulier, avec un sac en plastique à la main. Richard la vit partir depuis la fenêtre du bureau du 2e étage. Il attendit 30 secondes, prit les clés de son SUV et sortit derrière elle. Louise marcha 4 pâtés de maison sur le trottoir de la résidence de Neuilly-sur-Seine jusqu'à l'avenue principale. Richard la suivait dans son SUV à distance, 3 voitures derrière, se sentant ridicule et coupable à la fois. Ridicule, parce qu'il était un homme de 40 ans suivant son employé comme un détective de film et coupable, parce que le fait qu'il ait besoin de la suivre pour savoir comment elle vivait signifiait qu'en 3 ans, il ne s'était jamais donné la peine de demander. Louise monta dans le bus à l'arrêt du boulevard Haussmann. Richard la suivit avec son SUV. Le bus traversa la ville vers l'est, passa Montparnasse, passa Saint-Michel, passa le Châtelet, et à chaque kilomètre, les rues devenaient plus étroites, les trottoirs plus brisés, les façades plus grises. Louise descendit à un arrêt près du quai de la Râpée et marcha 3 pâtés de maison jusqu'à un autre arrêt, où elle monta dans un second bus qui allait vers le sud, vers les banlieues que Richard ne connaissait que par les nouvelles du journal, quand il y avait des inondations ou quand on trouvait un corps dans la rivière. Le second bus la déposa dans une rue non pavée d'une banlieue défavorisée au nord de Paris. Richard gara son SUV 2 pâtés de maison en arrière et la suivit à pied, marchant sur un trottoir de terre avec des nids de poules et des flaques d'eau sale et une odeur d'égout qui lui brûlait le nez. Louise marcha sans se retourner, le sac en plastique lui frappant la jambe et le manteau fermé jusqu'au cou, bien qu'il fût 14 heures et que la chaleur de Paris en mai tapait dans le dos comme un fer à repasser. Elle marcha 10 minutes, 15, 20, jusqu'à ce que la rue se termine en un viaduc de béton qui traversait le canal Saint-Denis. Un canal qui n'était plus un canal, mais un fossé d'eau noire avec des ordures et de la boue, et l'odeur concentrée de tout ce que la ville jetait et oubliait. Louise ne traversa pas le viaduc, elle s'arrêta au bord, regarda autour d'elle et descendit par un côté de terre sous le pont. Richard s'arrêta derrière un pilier en béton à 10 cm de distance, et ce qu'il vit de là changea sa façon de comprendre chaque matin des 3 dernières années. Sous le pont, sur un rectangle de carton aplati formant quelque chose qui voulait faire office de sol, il y avait 3 enfants. L'aîné, une fille d'environ 7 ans, avec les cheveux attachés en une tresse serrée et un chemisier propre un peu trop grand. Elle était assise sur un seau retourné, coiffant les cheveux d'un enfant plus jeune avec un peigne auquel il manquait 3 dents. L'enfant devait avoir 5 ans, être 6. Et il était assis contre le mur de béton du pont, un cahier ouvert sur les genoux et un crayon court, sans pointe,
avec lequel il écrivait quelque chose avec la concentration de quelqu'un qui fait la tâche la plus importante du monde. Et dans un coin, à l'intérieur d'une boîte en carton tapissée de feuilles de journal, dormait un bébé couvert d'un manteau. Un manteau, Richard le reconnut avant de comprendre ce que cela signifiait. C'était le même manteau. Le même manteau que Louise portait chaque jour à l'hôtel particulier. Le manteau qu'elle ne quittait jamais. Le manteau que tout le monde à la maison considérait comme une bizarrerie inoffensive de l'employé. Louise et son manteau. Même en mai, elle ne l'enlève pas. Le manteau qui, le jour, couvrait les épaules de Louise pendant qu'elle nettoyait les sols et préparait les biberons et baignait les triplets. La nuit, couvrait le corps d'un bébé qui dormait dans une boîte en carton sous un pont. Les enfants virent Louise et coururent vers elle. Les deux aînés, la fille lâcha le peigne. Le garçon ferma le cahier. Coururent avec la vitesse des enfants qui attendent depuis des heures et qui, en voyant la personne qu'ils attendent, ne peuvent se contenir. Louise s'accroupit et les serra tous les deux en même temps. Une étreinte serrée, affamée. L'étreinte de quelqu'un qui n'a pas vu les personnes qu'elle aime le plus depuis 12 heures et qui, chaque fois qu'elle les quitte, ne sait pas si elle va tout retrouver pareil. La fille se sépara la première. Elle marcha jusqu'à un coin où il y avait un seau d'eau et une tasse en plastique et revint avec la tasse pleine. « Maman, on t'a gardé des galettes de blé du petit déjeuner. Elles sont dans le sac bleu. » Louise Boutelot caressa la tresse de la fille et ouvrit ensuite le sac en plastique qu'elle rapportait de l'hôtel particulier et en sortit un récipient en polystyrène avec de la nourriture. Richard le reconnut. C'était le déjeuner que Louise elle-même préparait chaque jour dans la cuisine de l'hôtel particulier. Le plat qu'elle se servait à midi quand les triplés faisaient la sieste. Le plat que Richard avait vu sur le comptoir de la cuisine des centaines de fois, sans se demander si Louise le mangeait ou non. Elle ne le mangeait pas. Elle le rangeait dans son sac et l'apportait ici. Louise ouvrit le récipient, sortit une cuillère et commença à donner à manger au garçon du cahier d'abord, puis à la fille, cuillère par cuillère, leur répartissant la nourriture avec la précision de quelqu'un qui sait exactement combien chacun mange et combien il faut en laisser pour que cela suffise. Et elle ne mangea pas, ne porta pas la cuillère à sa bouche une seule fois. Elle coupa les galettes que la fille avait gardées du petit déjeuner, des galettes froides et dures qui avaient passé le milieu de la journée dans un sac en plastique sous un pont, et les trempa dans le bouillon du ragoût pour les ramollir et en donna une à chacun. Et quand les deux enfants eurent fini de manger, Louise marcha jusqu'à la boîte en carton, souleva le bébé avec précaution pour ne pas le réveiller, le berça contre sa poitrine et avec la cuillère lui donna les restes du bouillon. De petites cuillerées de celles que l'on donne à un bébé qui commence tout juste à manger des solides, de petites cuillerées que le bébé recevait à moitié endormi, les yeux fermés et la bouche s'ouvrant par réflexe. Richard était debout derrière le pilier, la main sur le béton et la mâchoire si serrée qu'il avait mal aux dents. Ce qu'il voyait n'était pas une scène de pauvreté. C'était un système organisé de survie qui fonctionnait avec la précision de quelque chose qui s'était répété maintes fois. Les galettes gardées, l'eau dans le seau, la nourriture répartie dans l'ordre, le bébé en dernier. Un système que Louise avait construit pour maintenir en vie 3 enfants sous un pont, tout en travaillant 12 heures par jour à nettoyer un hôtel particulier où il y avait en abondance tout ce qui leur manquait. Et alors Richard regarda les détails qui lui firent plus mal que la faim, et plus que la boîte en carton, et plus que le manteau. Il regarda les vêtements des enfants, propres, pas neufs, pas beaux, mais propres. Le chemisier de la fille avait une pièce cousue à la main au coude. Le pantalon du garçon était rapiécé au genou. Les vêtements du bébé étaient minuscules et décolorés, mais ils étaient propres et secs. Quelqu'un lavait ses vêtements, quelqu'un les étendait, les séchait, les pliait. Quelqu'un maintenait la dignité de 3 enfants qui vivaient dans la rue comme s'ils vivaient dans une maison. Il regarda vers le coin, près du mur du pont. Il y avait un sac en tissu avec des livres à l'intérieur. Les dos dépassaient, usés, avec les coins pliés, mais rangés par taille. Il y avait une trousse de crayons ouverte avec 3 crayons courts et un taille-crayon. Il y avait un plastique transparent étendu sur les cartons pour les protéger de l'humidité. Il y avait un seau avec un couvercle où il gardait probablement les galettes pour que les rats ne les mangent pas. Louise nourrissait ses enfants avec la nourriture qu'elle ne mangeait pas. Elle leur donnait son manteau pour qu'ils dorment. Elle lavait leurs vêtements quelque part que Richard ne pouvait imaginer. Elle gardait leurs livres organisés et leurs crayons prêts et leurs devoirs à jour. Elle vivait sous un pont et maintenait la structure d'un foyer, là où il n'y avait pas de foyer. Et elle arrivait chaque matin à 7 heures à l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine,
l'uniforme repassé et le sourire timide et les mains gercées par le lavage des vêtements à l'eau froide. Et personne, ni Richard, ni Caroline, ni le docteur, ni personne, ne s'était demandé d'où elle venait, ni où elle allait. Richard s'appuya contre le pilier, ferma les yeux et ressentit quelque chose qui n'avait pas de nom, mais qui ressemblait à la honte, multipliée par 3 ans de n'avoir pas demandé, multipliée par chaque petit déjeuner que Louise servait, pendant que ses enfants mangeaient des galettes froides, multipliée par chaque nuit où il dormait dans des draps en coton égyptien, pendant qu'un bébé dormait dans une boîte en carton, couvert par le manteau de sa mère. Il ouvrit les yeux, s'essuya le visage avec la main, et quand il allait faire un pas en avant, la fille à la tresse le vit. Elle le vit, debout derrière le pilier, avec des vêtements qui n'appartenaient pas à ce quartier, et un visage qui n'appartenait pas à ce monde. Et ses yeux, des yeux sombres, fermes, sérieux, d'une manière qui ne correspondait pas à ses 7 ans. Ils se fixèrent sur lui avec le regard de quelqu'un qui reconnaît une menace, avant qu'elle ne se déclare. La fille se leva, se plaça devant ses frères et regarda Richard sans cligner des yeux, attendant, les poings serrés et la tresse tendue, et la posture d'une fille qui a appris que les étrangers qui apparaissent près de votre maison, même si votre maison est sous un pont, n'apportent jamais rien de bon. Louise le vit 3 secondes après que Sophie. Elle était assise sur les cartons avec Mathieu dans les bras, lui donnant les dernières petites cuillerées de bouillon quand elle sentit le changement dans le corps de sa fille, la rigidité, la posture, les poings. Et elle leva les yeux vers où Sophie regardait. Et quand elle vit Richard Dubois debout derrière le pilier du viaduc avec sa chemise de ville et ses chaussures en cuir et son visage d'homme qui vient de voir quelque chose qu'il ne peut pas traiter, la couleur lui quitta le visage, comme l'eau s'en va par un drain. Elle se leva des cartons avec. Mathieu toujours dans les bras. Le bébé se réveilla avec le mouvement et commença à faire un son doux. Pas un cri, mais une plainte. La plainte d'un enfant d'1 an et demi, qui était endormi, et qui perçoit maintenant que quelque chose a changé dans le corps de sa mère. La tension, le tremblement, le cœur battant si fort que le bébé pouvait le sentir contre son oreille. « Monsieur », dit Louise, et le mot sortit brisé, coupé en 2 par la peur. La peur totale de quelqu'un qui vient de perdre la seule chose qui lui restait. Le secret qui maintenait tout. « Monsieur, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je sais que j'aurais dû vous le dire. Je sais que j'aurais dû dire que j'ai des enfants et que je vis. Que nous vivons. » Sa voix se brisa. Les larmes commencèrent à couler, mais elle ne les essuya pas car elle avait Mathieu dans un bras et l'autre main, elle la tendit en avant, comme si elle pouvait arrêter d'une paume ouverte ce qui était sur le point d'arriver. « Si vous savez que je vis ainsi, vous allez penser que je suis une mauvaise mère, que je ne peux pas prendre soin de vos enfants si je ne peux pas prendre soin des miens. Et j'ai besoin de ce travail, monsieur. Ce travail est la seule chose que j'ai. Si vous me l'enlevez, nous n'avons rien. Rien. » Richard ne répondit pas. Non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il ne pouvait pas. Il avait la mâchoire bloquée et les yeux rivés sur quelque chose qui était devant Louise, quelque chose qui avait capté son attention avant même que Louise ne commence à parler et qui occupait maintenant tout l'espace de sa conscience. Sophie. La fille était debout entre Richard et ses frères, les pieds nus sur la terre humide et les bras légèrement ouverts sur les côtés. Non pas comme une fille de 7 ans, mais comme quelqu'un qui a appris que lorsque le danger est là, la première chose à faire est de se placer entre le danger et ce que l'on veut protéger. Derrière elle, Émile était assis contre le mur du pont, le cahier serré contre la poitrine et les yeux grands ouverts, regardant Richard avec l'immobilité d'un enfant qui a appris que lorsqu'un étranger apparaît, il vaut mieux ne pas bouger. Et plus en arrière, dans la boîte en carton qui n'avait plus de bébé, restait le manteau froissé sur le journal, comme la preuve de quelque chose que Richard était encore en train de traiter. Sophie le regarda. Elle le regarda de face, sans baisser les yeux, sans reculer, avec un regard qui n'était pas celui d'une enfant, mais de quelqu'un qui avait dû grandir avant l'heure, parce que les circonstances ne lui avaient pas laissé d'autre choix. Et quand elle parla, sa voix sortit ferme, d'une manière qui ne correspondait ni à son âge, ni à sa taille, ni à la terre qu'elle avait aux pieds, ni au pont qu'elle avait au-dessus de la tête. « Si vous allez crier sur ma maman, dit Sophie, criez sur moi. » Richard cligna des yeux. La phrase le frappa avec une force inattendue, non pas par les mots, mais par la façon dont elle les prononça, sans hésitation, sans tremblement, avec l'assurance absolue de quelqu'un qui a pris une décision et ne la changera pas, quoi qu'il arrive ensuite. « Elle travaille toute la journée pour vous, » continua Sophie sans bouger de l'endroit où elle était plantée. « Elle part à 6 heures du matin quand il fait encore noir et revient à 7 heures du soir quand il fait déjà noir. Encore une fois, elle nous laisse sa nourriture, elle nous laisse sa couverture.
La fille désigna le manteau dans la boîte sans se retourner, car se retourner signifierait cesser de regarder Richard. Et Sophie n'allait pas cesser de le regarder. Elle ne dort pas. Je l'entends la nuit. Elle se couche quand nous nous endormons et se lève avant que nous ne nous réveillions. Elle se couche sur le carton sans rien dessus parce que tout ce qu'elle a, elle nous le donne. Louise fit un pas en avant avec Mathieu dans les bras. « Sophie, tais-toi, ma fille. Ne parlez pas comme ça, monsieur. »« Non, maman, » dit Sophie sans se retourner. « Tu me dis toujours de me taire, de ne rien dire, de supporter, mais je ne vais pas me taire. » La fille regarda Richard à nouveau. Les larmes avaient commencé à couler, mais sa voix ne tremblait pas, comme si les larmes et la voix étaient deux choses séparées qui pouvaient fonctionner en même temps sans que l'une n'affecte l'autre. « Ma maman n'est pas méchante, monsieur. Les méchants sont ceux qui l'ont chassée de l'autre maison. Ma maman payait son loyer tous les mois. Elle n'a jamais rien dû. Mais il y a 3 mois, l'argent ne lui suffisait plus, et le propriétaire nous a mis dehors. Il nous a mis dehors avec mes frères, avec le bébé. Et ma maman a cherché une autre chambre. Mais elle n'avait pas assez parce que son argent est devenu petit, monsieur. Son argent est devenu petit d'un mois à l'autre, et elle ne sait pas pourquoi. » Richard sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Un mouvement froid, lourd, comme une pierre qui se déplace au fond d'une rivière. « Que veux-tu dire par son argent est devenu petit ?» Sophie le regarda, les yeux humides mais fermes. « Ma maman gagnait 1200 €. Je le sais parce qu'elle m'a appris à compter l'argent. Elle dit que les femmes doivent toujours savoir combien elles sont payées pour que personne ne les trompe. Il y a 3 mois, elle a commencé à gagner 600, la moitié, du jour au lendemain. » Le froid dans la poitrine de Richard se transforma en quelque chose de plus lourd. Quelque chose qui n'était pas froid, mais l'ombre d'un soupçon qu'il ne voulait pas encore regarder en face. « Ta maman t'a dit pourquoi ils ont baissé son salaire ?»« Ma maman ne parle pas de ça, » dit Sophie. « Ma maman ne parle de rien qui la fasse pleurer devant nous. Mais je l'ai entendu parler au téléphone avec ma tante un soir. Elle a dit que la dame de la maison lui avait dit qu'à partir de maintenant, elle allait la payer moins, et que quand ma maman a demandé pourquoi, la dame lui a dit que, si elle se plaignait, elle la virerait, et dirait à monsieur qu'elle était une voleuse. » Richard ferma les yeux. Il les ferma avec la force de quelqu'un qui a besoin d'un moment d'obscurité pour traiter quelque chose de trop lumineux et de trop terrible en même temps. Caroline, la dame de la maison, c'était Caroline, sa femme. La femme avec qui il dormait chaque nuit et déjeunait chaque matin et avec qui il était marié depuis 8 ans, avait réduit le salaire de Louise de moitié, sans le lui dire, s'était empoché la différence. Et quand Louise essaya de parler, elle la menaça de licenciement et de l'accuser de vol. Et le résultat de cette décision était devant lui. 3 enfants vivant sous un pont, une femme s'évanouissant de faim dans sa cuisine, et un bébé dormant dans une boîte en carton couvert par le manteau, que sa mère ne quittait pas le jour parce que si elle l'enlevait, son fils n'aurait rien pour se couvrir la nuit. Il ouvrit les yeux, regarda Sophie, regarda Émile, qui était toujours assis contre le mur avec le cahier serré contre la poitrine, et parla à l'enfant d'une voix douce de quelqu'un qui essaye de ne pas effrayer quelqu'un qui est déjà effrayé. « Je peux voir ton cahier ?» Émile regarda Sophie. Sophie le regarda et, d'un mouvement de tête presque imperceptible, une permission silencieuse entre frères qui ont leur propre langage, le langage des enfants qui ont appris à communiquer sans mots, car les mots attirent parfois des problèmes. Émile se leva du mur, marcha 3 pas jusqu'à Richard et lui tendit le cahier à 2 mains. Richard l'ouvrit. Sur la première page, d'une écriture de femme, d'une écriture de mère, était écrit au feutre bleu « Étudie, mon amour. Un jour, nous aurons une vraie maison. » Et en dessous, d'une écriture d'enfant. D'une écriture tremblante et maladroite d'un enfant de 5 ans qui ne maîtrise pas encore les courbes des lettres, était écrit avec le crayon sans pointe. « Je veux être docteur pour soigner ma maman. » Richard ferma le cahier, le ferma doucement des 2 mains et le rendit à Émile. Et quand l'enfant le prit et le serra à nouveau contre sa poitrine, Richard se tourna vers le canal pour que personne ne voie son visage. Mais Sophie le vit, et Louise le vit. Et ce qu'ils virent, c'était un homme de 40 ans pleurant en silence devant un canal d'eau noire, les épaules secouées et les mains serrées sur les côtés, et la mâchoire tremblante de quelque chose qui n'était pas le froid, mais l'accumulation de tout ce qu'il avait vu dans la dernière heure. Les cartons, la boîte, le manteau, la nourriture répartie, les livres organisés, le crayon sans pointe, les 9 mots du cahier d'un enfant de 5 ans qui voulait être docteur pour soigner la femme qui se tuait pour le maintenir en vie. Richard s'essuya le visage avec la manche de sa chemise, se retourna, marcha jusqu'à Louise et sans rien dire, enleva son manteau. Pas le manteau de Louise, mais le sien, de Marc, en laine, qui coûtait ce que Louise ne gagnait pas en 1 mois,
et le posa sur ses épaules avec la délicatesse de quelqu'un qui fait le premier geste correct. Après 3 ans de gestes absents, Louise le regarda les yeux rouges, et Mathieu dans les bras et le manteau de Richard sur les épaules et la peur toujours sur le visage, mais mélangé maintenant à quelque chose qui ressemblait à la confusion de quelqu'un qui attendait un coup et reçut autre chose. Richard s'agenouilla devant la boîte en carton, la regarda. Il regarda le journal froissé qui servait de matelas. Il regarda la marque que le corps de Mathieu avait laissée sur le carton à force de dormir. Puis il se leva, marcha jusqu'à Louise, tendit les bras, et Louise, après un moment d'hésitation, le moment d'hésitation d'une femme qui n'avait confiance en personne depuis 3 ans, parce que la dernière fois qu'elle avait fait confiance à quelqu'un, son salaire avait été coupé de moitié, lui tendit Mathieu. Richard porta le bébé, le serra contre sa poitrine avec la maladresse d'un homme qui a des triplés de 4 ans, mais qui n'a jamais porté l'enfant de quelqu'un d'autre. Et Mathieu s'installa contre lui avec la facilité des bébés qui ne distinguent pas entre riches et pauvres, et qui ne distinguent qu'entre les bras qui soutiennent et les bras qui ne le font pas. Il regarda Sophie. La fille était toujours au même endroit, les poings sur les côtés, la tresse serrée et les yeux humides, mais secs à la fois, avec la posture de quelqu'un qui ne sait pas encore si ce qui se passe est bon ou mauvais et qui ne baissera pas sa garde avant d'être sûr. « Personne ne va crier sur ta maman », dit Richard en la regardant dans les yeux. « Plus jamais personne. » Sophie ne répondit pas, ne bougea pas. Elle le regarda une seconde de plus avec ses yeux qui avaient trop vu pour 7 ans, et quelque chose se relâcha sur son visage. Pas un sourire, pas encore, mais le premier signe que la tension qui lui avait durci la mâchoire commençait à céder. « Allons-y, dit Richard. Prenez vos affaires, vous venez avec moi. » Sophie regarda sa mère. Louise regarda Richard, et sur le visage de Louise passa quelque chose qui n'était pas encore de la gratitude, mais quelque chose d'antérieur à la gratitude. Quelque chose qui ressemblait au soulagement de quelqu'un qui retient sa respiration depuis des mois et qui, enfin, relâche l'air. Sophie fut la première à bouger. Elle marcha jusqu'au mur du pont, attrapa le sac en tissu avec les livres, la trousse de crayons, le sac avec les vêtements propres. Elle plia le plastique qui protégeait les cartons. Elle rangea le peigne à 3 dents dans la poche de son pantalon et ramassa par terre un sac en plastique de supermarché que Richard n'avait pas vu auparavant. Un sac froissé noué d'un nœud que Sophie porta à 2 mains et qu'elle serra contre son corps avec la précaution de quelqu'un qui porte quelque chose de plus précieux que tout le reste. Richard ne savait pas ce qu'il y avait dans ce sac. Il ne demanda pas. Il marcha vers son SUV avec Mathieu dans un bras et le sac de livres dans l'autre. Et derrière lui marchèrent Louise avec Émile par la main et Sophie en dernier, fermant la marche, regardant en arrière une dernière fois pour s'assurer qu'il ne laissait rien, parce que les enfants qui ont vécu avec rien apprennent que rien ne doit être laissé derrière. Le chemin du retour dura 40 minutes. 40 minutes pendant lesquelles Richard conduisit son SUV dans les mêmes rues que Louise parcourait 2 fois par jour en bus, les rues non pavées du quartier populaire au nord de Paris, puis le quai de la Râpée, puis le centre, puis les avenues arborées de l'ouest, et à chaque kilomètre que le SUV avançait vers Neuilly-sur-Seine, le contraste devenait plus obscène. Les trottoirs se réparaient, les façades se peignaient, les arbres se multipliaient, et le monde se transformait en le monde où Richard vivait, et qui était à 40 minutes, et à un univers entier de distance de l'endroit où Louise dormait avec ses enfants sur des cartons. Louise était assise sur le siège passager avant, Mathieu endormi dans ses bras et le regard fixé sur la route, sans parler, avec la posture de quelqu'un qui ne sait pas encore si ce qui se passe est réel ou si elle va se réveiller sous le pont avec le journal collé à la joue et le son du Canal Sail comme réveil. À l'arrière, Émile était assis avec le cahier sur les genoux et le visage collé à la fenêtre, regardant les maisons qui passaient avec des yeux grands comme des assiettes. Parce qu'un enfant de 5 ans qui dort sous un pont ne sait pas qu'il existe des maisons avec jardin et garage et des murs peints en blanc. Et le découvrir d'un coup alors que le SUV roule à 60 km/h, c'est comme découvrir que le monde est plus grand et plus injuste que ce que l'on imaginait. Et Sophie était assise derrière Richard en silence avec le sac de course sur les genoux et les mains sur le sac et le regard droit devant elle, sans voir les maisons, sans voir les jardins, sans voir rien de ce qu'Émile voyait avec étonnement, parce que Sophie avait 7 ans, mais le regard de quelqu'un qui a cessé de s'émerveiller du monde, le jour où un homme a frappé à la porte de la chambre où ils vivaient, et leur a dit qu'ils avaient 24 heures pour partir. « Depuis combien de temps vivez-vous là ?» demanda Richard sans quitter la route des yeux. Louise ne répondit pas. Elle serra Mathieu contre sa poitrine et regarda par la fenêtre.
Et le silence qu'elle laissa fut le silence d'une femme qui ne sait pas comment dire ce qu'elle a à dire, parce que le dire à voix haute le rend plus réel. 3 mois, dit Sophie depuis le siège arrière. 87 jours. Je les compte. Richard ajusta le rétroviseur pour voir la fille. Tu les comptes? Chaque soir avant de dormir, je fais une marque sur le mur du pont avec une pierre, dit Sophie, avec la naturalité de quelqu'un qui explique quelque chose qu'elle fait tous les jours, comme se brosser les dents ou se coiffer. Sauf que ce qu'elle faisait tous les jours, c'était compter les jours qu'elle passait à vivre dans la rue. Ma maman ne le sait pas. Je le fais quand elle dort. Sophie, dit Louise à voix basse sans se retourner. 87 marques, maman. 87 jours à dormir sur des cartons. Le silence qui suivit occupa tout le SUV. Richard serra le volant. Sophie continua à parler, non pas parce que quelqu'un le lui demandait, mais parce qu'elle s'était tue pendant 87 jours et que la digue avait cédé, et que l'eau sortait avec la force de tout ce qu'elle contenait. Avant, nous vivions dans une chambre dans le quartier de la Goutte d'Or, dit Sophie. C'était petit, mais il y avait une porte avec une clé et une cuisinière, et une salle de bain que nous partagions avec les voisins. Ma maman payait 320 € par mois. Cela nous suffisait. Il n'y avait pas d'excédent, mais cela nous suffisait. Maman achetait un poulet le dimanche et il nous durait jusqu'au mercredi. Du jeudi au samedi, nous mangions des haricots avec des galettes de blé et le dimanche, encore du poulet. Richard l'écoutait. Il écoutait la comptabilité d'une fille de 7 ans qui savait exactement combien coûtait la chambre, combien coûtait le poulet, combien de jours durait la nourriture. Parce que dans les familles où l'argent ne suffit pas, les enfants apprennent à compter avant d'apprendre à lire. Il y a 3 mois, ma maman est rentrée un vendredi avec moins d'argent, continua Sophie. Elle ne nous a pas dit pourquoi, mais cette semaine-là, il n'y a pas eu de poulet le dimanche ni le suivant. Et ensuite, le propriétaire de la chambre est venu 3 fois pour réclamer, et ma maman lui demandait du temps et il disait non. Et un soir, il est venu avec un serrurier et nous a mis nos affaires sur le trottoir. La nuit? Demanda Richard, la voix contenue. Il était environ 22 heures. Émile dormait déjà. Ma maman l'a porté d'une main et de l'autre. Elle a attrapé le sac de linge. J'ai pris les livres et le cahier d'Émile, le sac de papier. Mathieu était sur le dos de ma maman avec l'écharpe. Sophie fit une pause. Nous avons beaucoup marché cette nuit-là. Ma maman cherchait un endroit où il ne pleuvrait pas. Elle a trouvé le pont. Il y avait des cartons en dessous. Il n'y avait personne. Ma maman a posé Mathieu sur le carton. Elle nous a couverts avec le manteau et la couverture que nous avions pu prendre et s'est assise à côté de nous sans se coucher. Elle n'a pas dormi cette nuit-là, moi non plus. J'ai fait semblant de dormir, mais je l'ai vue assise, regardant le canal toute la nuit avec Mathieu dans les bras. Richard grilla un feu rouge. Il ne le vit pas. Il ne vit rien, sauf l'image que Sophie mettait dans sa tête. Une femme assise sur des cartons sous un pont la nuit, avec un bébé dans les bras, regardant un canal d'eau noire, sans dormir, sans pleurer, sans se plaindre, simplement assise dans l'obscurité, décidant que le lendemain, elle se lèverait et irait travailler dans un hôtel particulier où il y avait en abondance tout ce qui lui manquait. Les premières nuits, il a plu, dit Sophie. L'eau entrait par un côté du pont. Ma maman nous déplaçait tous de l'autre côté et mettait le plastique sur les cartons, mais l'eau s'infiltrait par en dessous. Mathieu est tombé malade de la toux la 2e semaine. Ma maman l'a emmené à la pharmacie du coin et ils lui ont acheté un sirop avec le peu d'argent qu'il lui restait. Je lui mettais des linges humides sur le front comme ma maman m'avait appris. Émile se décolla de la fenêtre et regarda sa sœur. Sophie, ne parle pas des rats. Si, je vais en parler, dit Sophie. Une nuit, des rats sont venus, 2 gros. Ils se sont glissés sous les cartons cherchant les galettes. Ma maman les a effrayés avec un bâton, mais Émile n'a pas pu dormir cette nuit-là, ni la suivante, ni l'autre. Maintenant, il dort avec ses chaussures parce qu'il dit que les rats ne mordent pas les chaussures. Richard regarda Émile dans le rétroviseur. Le garçon avait la tête baissée et les mains serrant fortement le cahier et les pieds avec des chaussures. Les chaussures portées à l'intérieur du SUV, les chaussures qu'il n'enlevait même pas maintenant, serrées contre le sol. Ils arrivèrent à Neuilly-sur-Seine à 15h30. Richard gara le SUV dans le garage. Il en descendit, ouvrit la porte passager pour Louise, et quand ils marchèrent vers l'entrée de la maison, Louise se tourna automatiquement vers la porte de service, la porte latérale, la porte par où elle entrait et sortait tous les jours depuis 3 ans, la porte qui n'était pas la porte principale, parce que la porte principale n'était pas pour elle. « Par ici », dit Richard, debout devant la porte principale, la main sur la poignée. « Aujourd'hui, vous entrez par ici. » Louise le regarda,
regarda la porte et entra avec Mathieu dans les bras, et les yeux remplis de quelque chose qui n'était pas encore de la gratitude, mais de la confusion. La confusion d'une femme qui, depuis 3 ans, utilise la porte de service et qui ne sait pas marcher par la porte principale d'une maison qu'elle connaît par cœur, mais qu'elle n'a jamais vue sous cet angle. Ce qui suivit au cours des 3 heures suivantes fut quelque chose que Richard observa depuis les marges, l'estomac serré et les yeux ouverts, car chaque détail lui révélait quelque chose qu'il aurait dû savoir et qu'il ne savait pas. Louise baigna les 3 enfants dans la salle de bain de la chambre d'amis, un par un, avec l'eau chaude que les enfants touchèrent comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Émile mit ses mains sous le jet et regarda sa maman avec une expression que Richard n'oublierait jamais. L'expression d'un enfant de 5 ans découvrant que l'eau peut être chaude. Sophie se lava les cheveux seule, debout sous la douche, les yeux fermés et la tête en arrière, et les mains frottant le shampoing avec l'efficacité d'une adulte. Parce que Sophie n'avait pas eu de shampoing, d'eau chaude, ni de douche depuis des mois, mais elle n'avait pas oublié comment faire, de la même manière qu'elle n'avait rien oublié de ce que sa mère lui avait appris. Et Mathieu pleura quand l'eau lui toucha le dos, non pas de douleur, mais de surprise. La surprise d'un bébé qui ne connaissait que l'eau froide du seau, et qui ne savait pas qu'une autre température existait. Louise leur mit des vêtements propres, les vêtements qu'elle avait dans le sac, les mêmes vêtements rapiécés et reprisés, mais propres, toujours propres. Richard demanda à Colette, l'autre employée qui venait le samedi, d'acheter de nouveaux vêtements pour les 3 enfants. Colette revint avec des sacs, et Sophie regarda les nouveaux vêtements sans les toucher, les mains sur les côtés, avec l'expression de quelqu'un qui ne sait pas si elle peut prendre ce qu'on lui offre, parce qu'on ne lui a jamais rien offert. « C'est pour toi », dit Richard. Sophie regarda sa mère. Louise acquiesça les yeux rouges, et Sophie prit le chemisier à 2 mains et le regarda comme on regarde les choses qui comptent, avec attention, avec soin, avec le sérieux d'une enfant qui sait ce que coûte chaque chose, parce qu'elle a vu sa mère compter des pièces dans l'obscurité sous un pont. Les triplés de Richard descendirent les escaliers à 16 heures, quand ils se réveillèrent de leur sieste. Sébastien fut le premier à les voir. Il s'arrêta sur la dernière marche. Il regarda les 3 enfants assis à la table de la cuisine, mangeant de la soupe chaude, et cria vers l'étage. Jacques, Émilie, descendez. Ce sont les enfants de Louise. Elle nous a toujours parlé d'eux. Et ils descendirent tous les 3 en courant, et s'assirent à table avec les enfants de Louise, et mangèrent ensemble, 6 enfants autour d'une table, avec des assiettes de soupe. Et Richard s'appuya contre le mur de la cuisine, regardant la scène la mâchoire serrée, parce que ses triplés savaient que Louise avait des enfants et lui non. Ses triplés de 4 ans en savaient plus sur la vie de la femme qui s'occupait d'eux que lui, qui signait la fiche de paye toutes les quinzaines. À 20 heures, les enfants de Louise s'endormirent dans la chambre d'amis. Émile s'endormit en 3 minutes, profondément enfoncé dans l'oreiller, avec une profondeur que seuls atteignent les enfants qui dorment depuis des mois sur du carton et qui découvrent soudain que les lits existent. Mathieu s'endormit dans les bras de Louise, dans un lit, sans boîte, sans journal, sans le froid du béton sous le carton. Mais Louise lui mit le manteau dessus, le vieux manteau usé, qui sentait l'hôtel particulier le jour et le pont la nuit. Elle le posa sur Mathieu, bien que la chambre fût tiède et que les couvertures fussent suffisantes, parce que le manteau n'était plus seulement un manteau, c'était la promesse que sa mère était proche. L'odeur de ce qui restait d'un foyer quand il n'y a plus de foyer. Sophie fut la dernière à se coucher. Elle se glissa dans le lit avec le sac de course à côté de l'oreiller. Louise lui dit de le laisser sur la table. Sophie dit non. Louise n'insista pas. Elle connaissait sa fille. Elle connaissait cet entêtement qui n'était pas de l'entêtement, mais un instinct de protection. La même entêtement qui l'avait fait se tenir devant Richard, les poings serrés, pour défendre une mère qui ne pouvait pas se défendre seule. À 22 heures, la maison silencieuse et les 6 enfants endormis, Richard s'assit au bureau du 2e étage, ouvrit l'ordinateur, accéda au système comptable de la maison, le système où il enregistrait toutes les dépenses domestiques, les salaires, les paiements aux fournisseurs. Il chercha le salaire de Louise, et ce qu'il trouva confirma tout ce que Sophie lui avait dit sous le pont. La fiche de paye indiquait 1 200 € bimensuels. C'était ce que Richard autorisait. C'était ce qui sortait de son compte. Mais quand il ouvrit le fichier des dépenses que Caroline administrait, le fichier des dépenses variables du foyer, qui incluait les achats au supermarché, le jardinier, la teinturerie et les paiements en espèces au personnel, il trouva quelque chose qui ne devrait pas être là. Un retrait bimensuel de 600 € sous la catégorie indemnité personnelle. Caroline O, au cours des 3 derniers mois. Caroline Dupont,
600 € bimensuels que Caroline se versait avec l'argent qu'elle prenait à Louise. Richard fit les calculs. 3 mois, 6 quinzaines, 600 € chacune, 3600 €. Caroline avait volé 3600 € à une femme qui gagnait 1200, qui avait 3 enfants, qui n'avait pas de mari, qui n'avait pas de famille à Paris, qui n'avait rien sauf un travail, et la dignité de maintenir ses enfants propres, nourris et scolarisés avec la moitié de l'argent qui lui était dû. Et quand l'argent ne suffit plus pour la chambre, et que Louise fut expulsée avec ses 3 enfants dans la rue, Caroline continua de s'asseoir à la table de la salle à manger pour dîner avec Richard, comme si rien ne s'était passé. Elle continua de dépenser dans les restaurants, les sacs et les salons. Elle continua de vivre dans un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, tandis que la femme qu'elle volait dormait sous un pont avec un bébé couvert par un manteau. Richard ferma l'ordinateur, éteignit la lampe et resta assis dans l'obscurité du bureau, les mains jointes et la mâchoire serrée, et la certitude que la femme qui dormait à 10 cm de lui dans la chambre principale n'était pas la femme avec qui il croyait être marié. À 2 heures du matin, il se leva pour un verre d'eau. Il descendit à la cuisine en silence, sans allumer les lumières, guidé par l'habitude de 3 ans dans la même maison. Et quand il arriva à la cuisine, il trouva quelqu'un assise au comptoir, Sophie, les jambes pendantes du tabouret, parce qu'elle n'atteignait pas le sol, le sac de course sur les genoux, les yeux ouverts dans l'obscurité, regardant vers la fenêtre de la cuisine qui donnait sur le jardin éclairé par les lumières extérieures, avec l'expression d'une enfant qui ne peut pas dormir parce qu'elle n'a pas eu de toit pendant 3 mois, et qui, soudain, a un toit et des murs, et un lit et des couvertures. Et le cerveau ne sait pas comment traiter la différence. « Tu ne peux pas dormir ?» demanda Richard en s'asseyant sur le tabouret d'à côté. Sophie secoua la tête. « Tu as peur ?»« Non, » dit Sophie. « C'est que le lit est très doux et je me sens bizarre. Sous le pont, je m'endormais vite parce que j'étais fatigué. Ici, je ne suis pas fatigué et le lit est si doux que je ne sais pas comment me mettre à l'aise. » Richard la regarda. Il regarda le sac de course sur ses genoux. « Qu'est-ce que tu as là, Sophie ?» Sophie serra le sac. Elle le regarda, les yeux plissés, l'évaluant, le mesurant du regard de quelqu'un qui a appris à ne pas faire confiance et qui a besoin d'un moment pour décider si cette fois est différente. Et après un silence qui dura le temps d'une décision importante, 3 secondes, 4, 5, elle parla. « Ma maman me dit toujours une chose, » dit Sophie. Elle me dit « La vérité a toujours besoin de preuves, Sophie. Si tu n'as pas de preuves, ta vérité ne vaut rien. » La fille regarda le sac. « Ma maman garde tous les reçus qu'on lui donne quand elle est payée. Tous, depuis qu'elle a commencé à travailler ici. Elle les garde dans un sac en plastique. Et moi je les garde dans mon sac parce que ma maman dit que les papiers importants doivent être gardés par quelqu'un de confiance. » Richard sentit l'air de la cuisine devenir plus lourd. « Voici tous les reçus des 3 derniers mois, » dit Sophie en ouvrant un peu le sac pour que Richard puisse voir à l'intérieur. Des papiers pliés, des fiches de paye écrites à la main avec l'écriture de Caroline, chacune avec la date et le montant et la signature de Louise. Chacune dit 600 €. Mais ma maman m'a appris qu'avant, elle était payée 1200. La dame de la maison a commencé à lui donner la moitié. Et quand ma maman a demandé, la dame a dit que si elle parlait, elle la virerait et dirait à monsieur qu'elle volait. Ma maman ne vole pas, monsieur. Ma maman n'a jamais rien volé. Ma maman ne mange même pas la nourriture de cette maison. Elle nous l'apporte à nous. » Richard tendit la main. « Tu me laisses les voir ?» Sophie le regarda. Elle serra le sac un instant de plus, et ensuite, avec la lenteur de quelqu'un qui remet quelque chose qu'elle a protégé pendant 87 nuits sous un pont, elle desserra les mains et lui passa le sac. Richard l'ouvrit, en sortit les reçus, les étala sur le comptoir de la cuisine, un à côté de l'autre. 6 reçus de 6 quinzaines, chacun avec la même écriture de Caroline, chacun avec le même montant, 600. Chacun avec la signature tremblante de Louise, et la date et la note paiement bimensuel service domestique. 6 papiers qui racontaient l'histoire complète de ce qui s'était passé. Une femme riche avait volé à une femme pauvre la moitié de son salaire pendant 3 mois, et la femme pauvre n'avait rien dit parce que la femme riche l'avait menacée. Et le résultat était 3 enfants dormant sur des cartons sous un pont, tandis qu'un bébé utilisait un manteau d'adulte comme couverture. « Sophie », dit Richard d'une voix basse, regardant les reçus sur le comptoir. « Demain, j'aurai besoin que tu me prêtes ces papiers un instant. Je te les rendrai. Vous me le promettez ?» Richard la regarda. Il regarda les yeux d'une fille de 7 ans qui avait gardé 6 reçus pendant 3 mois sous un pont, parce que sa mère lui avait appris que la vérité a besoin de preuves,
qu'elle avait dormi avec le sac en plastique sous la tête comme oreiller pour que personne ne le lui prenne, qu'elle avait porté ce sac des cartons au SUV, du SUV au lit, et qui était maintenant assise dans une cuisine qui coûtait plus que tout ce que sa famille avait gagné dans sa vie, offrant les preuves qui pouvaient tout changer en échange d'une seule chose, qu'on les lui rende. « Je te le promets », dit Richard. Sophie acquiesça, descendit du tabouret, marcha vers la porte de la cuisine, et avant de sortir, elle se retourna et dit quelque chose que Richard entendit comme si c'était une sentence. « Ma maman n'a pas besoin que vous la sauviez, monsieur. Ma maman nous a sauvés nous-mêmes, seuls. Ce dont ma maman a besoin, c'est que quelqu'un voie la vérité, et la vérité est dans ses papiers. » Elle marcha dans le couloir en silence, les pieds nus sur le carrelage froid, et le dos droit d'une enfant qui vient de remettre ce qu'elle avait de plus précieux, et disparut dans l'obscurité de la chambre d'amis, où sa mère et ses frères dormaient pour la première fois en 87 nuits, sous un toit qui n'était pas en béton. Caroline descendit les escaliers le dimanche à 9 h du matin avec sa robe de chambre en soie, les cheveux relevés en un chignon lâche, et le visage sans maquillage de quelqu'un qui s'attend à trouver la cuisine vide, le café prêt et le journal sur le comptoir. Ce qu'elle trouva fut autre chose. Les 6 enfants étaient assis autour de la table de la cuisine, les triplés d'un côté, Sébastien, Jacques et Émilie, et les enfants de Louise de l'autre, Sophie, Émile et Mathieu, dans la chaise haute que Richard avait sortie du placard, car c'était la chaise haute qu'Émilie n'utilisait plus, et dont Mathieu avait besoin. Louise était debout près de la cuisinière, servant des œufs brouillés dans 6 assiettes avec la même précision que d'habitude, le même soin que d'habitude, sauf que cette fois-ci, elle ne servait pas 3 assiettes, mais 6. Et les 3 assiettes supplémentaires étaient pour ses propres enfants, qui, pour la première fois en 87 jours, prenaient leur petit déjeuner avec des œufs chauds à une table avec une nappe. Caroline s'arrêta à l'entrée de la cuisine. Son regard parcourut la scène avec la vitesse de quelqu'un qui est en train de traiter quelque chose qui n'était pas dans ses plans. Les enfants inconnus, les nouveaux vêtements, la chaise haute, les assiettes supplémentaires, Louise servant de la nourriture avec une expression que Caroline ne lui avait jamais vue. Non pas l'expression timide et baissée de toujours, mais quelque chose qui ressemblait à la tranquillité minimale et fragile d'une mère qui peut voir ses enfants manger chaud. « Qu'est-ce que c'est ?» dit Caroline d'une voix qui n'était pas encore un cri, mais qui avait déjà le tranchant de quelque chose qui était sur le point de l'être. « Bonjour Caroline », dit Richard depuis le comptoir où il prenait son café, le journal fermé et le regard fixé sur sa femme. « Ce sont les enfants de Louise. Ils vont rester ici. » Le silence dura 2 secondes. Puis Caroline traversa la cuisine en 3 pas et se posta devant Richard, les yeux brûlants et la voix montant en volume à chaque mot. « Que font ces enfants dans ma maison? Qui les a amenés? Qui a autorisé cela ?» Sébastien leva la tête de son assiette. « Papa les a amenés. »« Maman, ce sont les enfants de Louise. Elle nous parle toujours d'eux. Sophie est l'aînée, Émile est celui du cahier, et Mathieu est le bébé, n'est-ce pas, Louise ?» Louise ne répondit pas. Elle resta immobile près de la cuisinière, la poêle à la main et les yeux fixés sur le sol, car la présence de Caroline dans la cuisine activait le même réflexe qui s'activait depuis 3 mois chaque fois qu'elle était près d'elle. Le réflexe de se faire petite, de ne pas prendre de place, de disparaître. « Richard », dit Caroline, baissant la voix à un ton pire que le cri, parce que c'était le ton qu'elle utilisait quand elle calculait, quand elle mesurait, quand elle choisissait les mots comme des outils. « Je veux te parler au salon maintenant. » Richard posa son café sur le comptoir, se leva, marcha vers le salon. Caroline ferma la porte derrière eux et avant que Richard ne puisse s'asseoir, elle parlait avec la vitesse de quelqu'un qui a besoin de contrôler le récit avant qu'il ne lui échappe. « Je ne sais pas ce que cette femme t'a dit, ni quelle histoire elle t'a inventée, mais ces enfants ne peuvent pas rester ici. C'est notre maison, Richard, celle de notre famille. Ce n'est pas un refuge, ce n'est pas un abri pour les enfants de l'employé. Si Louise a des problèmes personnels, qu'elle les résolve. Nous la payons pour qu'elle travaille, pas pour qu'elle amène sa famille vivre avec nous. Combien la payons-nous, Caroline ?» demanda Richard. La question sortit, avec le calme de quelqu'un qui connaît déjà la réponse, et qui la pose non pour s'informer, mais pour observer la réaction de celui qui doit y répondre. Et la réaction fut exactement celle que Richard attendait. Un clignement minimal, presque imperceptible, qui dura un 10e de seconde, mais qui contenait tout. La surprise, le calcul, le recalibrage de quelqu'un qui vient de comprendre que la conversation ne va pas dans la direction qu'elle pensait. « 1 200 € bimensuels » dit Caroline, sans cligner des yeux à nouveau. « Ce que nous lui avons toujours payé. Et c'est ce que tu lui remets évidemment chaque quinzaine, les 1 200 € complets. »
Où veux-tu en venir, Richard? Richard la regarda. Il la regarda avec le regard d'un homme qui a passé la nuit à vérifier des chiffres sur un ordinateur et a trouvé une colonne qui disait « Indemnité personnelle, Caroline O » et qui a maintenant besoin d'entendre le mensonge complet de la bouche de sa femme avant de le détruire avec la vérité. « Nulle part, » dit Richard. « Je veux juste que tu me confirmes que tu lui paies les 1200 € complets. »« Oui, Richard, les 1200 € complets. Satisfait ?» Richard acquiesça. Il ne dit rien de plus sur le sujet. Et ce silence calculé d'un homme qui a des preuves, mais qui choisit de ne pas les montrer encore, fut ce qui changea le ton de Caroline, parce que Caroline reconnaissait les silences et savait que les silences de Richard étaient plus dangereux que ses mots. « Je veux que ces enfants partent aujourd'hui, » dit Caroline, changeant de stratégie, revenant à l'attaque directe. « Et je veux que Louise comprenne que son travail est de nettoyer cette maison, pas d'installer sa famille ici. Louise et ses enfants restent, » dit Richard. « S'ils restent, je pars. C'est ta décision. » Caroline le regarda. La menace du divorce était sa carte la plus forte. Elle l'avait toujours été dans chaque discussion, chaque désaccord. La possibilité de partir était l'arme que Caroline sortait quand elle avait besoin de gagner, car elle savait que Richard craignait la rupture, le scandale, le désordre d'une séparation. Mais cette fois, le visage de Richard ne changea pas. Il ne se crispa pas. Il n'hésita pas. Il ne baissa pas le regard, et cela la déstabilisa. « Je vais partir, Richard, et j'emmène les triplés. Tu n'emmèneras personne. Ce sont mes enfants, ce sont nos enfants. Et aucun juge ne te donnera la garde quand il verra ce que tu as fait. » La phrase tomba dans le salon comme une pièce de monnaie sur une table en verre. Caroline resta immobile. Son visage changea. Elle passa de la stratégie à la peur en un instant, la peur rapide et aiguë de quelqu'un qui entend quelque chose qu'elle n'attendait pas et qui a besoin de 3 secondes pour calculer ce que l'autre sait et ce qu'il devine. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit Caroline, et pour la première fois sa voix n'était ni calculée ni froide, mais défensive. La voix de quelqu'un qui construit un mur avec des briques qu'il n'a pas encore. « Je crois que si. Tu sais, » dit Richard. Caroline serra la mâchoire, changea de posture, croisa les bras et lança ce qui lui restait. « Si tu insistes là-dessus, je vais appeler mon avocat et lui dire que l'employé nous a volés. J'ai de quoi le prouver. Je peux dire qu'il manquait des choses dans la maison, que de la nourriture disparaissait, que j'ai trouvé de l'argent en moins. Qui croira-t-on, Richard? Ta femme ou la bonne? » Le mot « bonne » sortit de la bouche de Caroline avec le même mépris qu'elle avait eu 3 mois auparavant, en disant à Louise que si elle se plaignait, elle l'accuserait de voleuse. Le même mépris qui lui avait permis de réduire son salaire de moitié sans perdre le sommeil. Le même mépris qui lui avait permis de dîner du homard dans un restaurant chic de Paris, tandis que la femme qu'elle volait dormait sous un pont avec un bébé dans une boîte en carton. « On croira les preuves, » dit Richard d'une voix ferme. « Et les preuves existent, Caroline. » Quelque chose se brisa sur le visage de Caroline. Ce ne fut pas une cassure visible. Ce fut quelque chose sous la surface, comme une fissure dans un mur qui ne se voit pas de l'extérieur, mais qui affaiblit toute la structure. Elle resta debout devant Richard, les bras croisés et la mâchoire serrée et les yeux se déplaçant rapidement de gauche à droite, calculant, recalculant, cherchant une sortie qu'elle ne trouvait pas. « Tu commets une erreur », dit Caroline d'une voix qui voulait paraître menaçante, mais qui sonna plus fine, plus fragile. La voix de quelqu'un qui sait qu'il est en train de perdre et qui essaie de gagner du temps. Une erreur qui te coûtera cher. Elle se retourna, sortit du salon, monta les escaliers, et du 2e étage, sa voix descendit, avec la clarté de quelqu'un qui veut être entendu. « Louise, prends tes affaires et celles de tes enfants. Tu pars aujourd'hui, et si tu ne pars pas, demain mon avocat déposera une plainte pour vol. » Richard sortit du salon et marcha vers la cuisine. Ce qu'il trouva lui serra la poitrine avec la force d'un poing. Louise était en train de ranger des choses. Elle était à genoux sur le sol de la chambre de service, mettant les vêtements de ses enfants dans le sac en tissu, les mains tremblantes et les larmes lui coulant sur les mains. Et les mouvements rapides et mécaniques de quelqu'un qui a appris à faire ses valises en quelques minutes, parce que la dernière fois que quelqu'un lui a dit « Tu pars », elle a eu 24 heures, et cette fois-ci, elle ne voulait pas attendre une minute de plus. « Je ne veux pas causer plus de problèmes, monsieur », dit Louise, sans lever les yeux, la voix brisée et les mains rangeant un t-shirt d'Émile, qui sentait encore le shampoing du bain d'hier. « Vous avez déjà fait beaucoup plus que quiconque pour nous, mais je connais madame. Elle va tenir sa promesse. Elle va déposer plainte. Et si on m'accuse de vol, je ne pourrai travailler nulle part. Et mes enfants? »« Louise, » dit Richard en s'agenouillant devant elle. « Arrêtez, laissez le sac. Personne ne va nulle part. »
Mais madame a dit. Madame ne décidera plus rien dans cette maison. Louise le regarda du sol, les yeux rouges et les mains serrant le t-shirt d'Émile et l'expression d'une femme qui veut croire. Mais qui n'a pu croire en rien depuis 3 mois, parce que chaque fois qu'elle a cru que les choses allaient s'améliorer, elles ont empiré. À la porte de la cuisine, debout contre le chambranle, se tenait Sophie avec le sac de courses dans les mains, serré contre la poitrine, regardant sa mère par terre, regardant Richard agenouillé, regardant vers les escaliers d'où était descendue la voix de Caroline. Et dans ses yeux de 7 ans qui avaient compté 4,27 marques sur le mur d'un pont, il y avait quelque chose qui n'était pas de la peur, mais de la décision. La décision de quelqu'un qui garde quelque chose depuis 4,27 nuits, et qui sait que le moment est venu de le sortir. Sophie serra le sac, regarda sa mère, regarda Richard, et marcha vers le salon sans que personne ne le lui demande. Sophie entra dans le salon, les pieds nus sur le sol en marbre, et le sac de course serré contre la poitrine à 2 mains. Caroline descendait les escaliers avec une petite valise et le téléphone à l'oreille, parlant à quelqu'un, probablement son avocat, probablement préparant la plainte qu'elle avait promise à Louise, probablement construisant le mensonge qu'elle allait utiliser pour détruire une femme qui n'avait rien fait, sauf travailler, se taire et survivre. Richard était debout dans le salon, il vit Sophie entrer, il vit le sac et comprit ce qui allait se passer avant que cela n'arrive, car la conversation de 2 heures du matin dans la cuisine lui avait appris quelque chose sur cet enfant, que Sophie ne faisait rien sans un but, que chaque mouvement était calculé avec la précision de quelqu'un qui a appris que dans la vie des pauvres, il n'y a pas de marge d'erreur. Caroline raccrocha en arrivant à la dernière marche. Elle regarda Sophie, debout dans le salon avec le sac. « Et cet enfant, qu'est-ce qu'elle fait ici ?»« Louise, emmène tes enfants d'eux. »« Madame, » dit Sophie. Le mot sortit de la bouche de la fille avec une clarté qui arrêta Caroline au milieu de sa phrase. Ce ne fut pas un cri, ce ne fut pas un défi. Ce fut la voix d'une enfant de 7 ans qui avait répété ce moment 87 fois dans sa tête. Une fois pour chaque marque sur le mur du pont, une fois pour chaque nuit où elle serra le sac contre sa poitrine, se demandant si un jour elle pourrait l'ouvrir devant la bonne personne. Sophie marcha jusqu'à la table basse du salon, posa le sac sur la table, l'ouvrit et commença à en sortir les reçus. Elle les sortit un par un, à 2 mains, avec la même délicatesse avec laquelle on sort les choses qui comptent. Pas vite, pas d'un coup, mais doucement, avec soin, plaçant chaque papier sur la table en verre, avec la solennité de quelqu'un qui dépose des preuves sur le bureau d'un juge. 6 reçus, 6 quinzaines, 6 papiers pliés en 4 qui avaient survécu 3 mois sous un pont, à l'intérieur d'un sac en plastique, entre les mains d'une enfant qui les avait protégés, comme d'autres enfants protègent un jouet préféré. « Maman, ne mens pas », dit Sophie d'une voix ferme, et les yeux fixés sur Caroline. « Ma maman n'a jamais menti. Ma maman n'a jamais volé. Voici la preuve. » Caroline regarda les reçus. Son visage passa par 3 expressions en 2 secondes. Confusion, reconnaissance et panique. Confusion parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'une enfant de 7 ans ait des documents. Reconnaissance parce qu'elle vit sa propre écriture sur chaque reçu, le montant, la date, la signature de Louise qu'elle-même lui faisait signer chaque quinzaine quand elle lui remettait la moitié de ce qui lui était dû. Et panique parce qu'elle comprit à cet instant que ce qui était sur la table était la preuve qui ne devrait pas exister, la preuve qu'elle croyait ne pas exister. Car qui garde des reçus quand on vit sous un pont? Louise les gardait. Louise gardait chaque papier qu'on lui donnait. Parce qu'une femme qui a grandi sans rien apprend que les papiers sont la seule défense que les pauvres ont contre la parole des riches. Et elle les donnait à Sophie parce que Sophie était la personne la plus fiable qu'elle connaissait. Plus fiable que n'importe quel adulte, plus fiable que n'importe quelle banque, plus fiable que n'importe quel tiroir fermé à clé. Parce que Sophie avait 7 ans, et la férocité d'un animal qui protège ce qu'on lui confie de sa vie. Caroline tendit la main vers les reçus, un mouvement rapide, instinctif, la main de quelqu'un qui veut faire disparaître les preuves avant qu'il ne soit trop tard. Mais Richard fut plus rapide. Il posa la main sur les papiers, avant que Caroline ne les touche, les ramassa de la table et sortit son téléphone de sa poche. Il photographia chacun d'eux, les 6, un par un, avec la date visible, avec le montant visible, avec l'écriture de Caroline visible, avec la signature de Louise visible. 6 photos qui furent enregistrées automatiquement dans le cloud et qui ne pouvaient plus être effacées, ni déchirées, ni niées. 3 600 €, dit Richard en rangeant son téléphone et en regardant Caroline avec un calme plus dévastateur que n'importe quel cri. 6 quinzaines, 600 € que tu lui as pris à chaque fois. 3 600 € que tu as volés à une femme qui gagne 1 200, qui a 3 enfants,
qui n'a pas de mari, qui n'a pas de famille, qui n'a rien, sauf ce travail. 3 600 € que tu as utilisés pour tes dîners chics et tes sacs et ton salon, pendant qu'elle dormait sous un pont avec un bébé dans une boîte en carton couvert d'un manteau parce qu'il n'avait pas de couverture. Caroline ne répondit pas. Elle avait la main toujours tendue vers la table, où il n'y avait plus de reçu, et la bouche entr'ouverte et les yeux se déplaçant entre Richard et Sophie, et la porte et les escaliers cherchant une sortie qui n'existait pas, parce que les sorties se ferment quand la vérité a des preuves. Et quand elle t'a demandé pourquoi, continua Richard, tu l'as menacée. Tu lui as dit que si elle parlait, tu la virais et me dirais qu'elle volait. Tu lui as fermé la bouche avec la peur. Tu lui as laissé le choix entre se taire et rester dans la rue ou parler et perdre son travail. Et elle s'est tue. Elle s'est tue pendant 3 mois. Elle s'est tue pendant que ses enfants dormaient sur des cartons et mangeaient des galettes froides. Elle s'est tue en s'évanouissant de faim dans ma cuisine, en servant le biberon à ma fille. Le salon était silencieux. Le genre de silence qui existe après que la vérité occupe tout l'espace et qu'il ne reste plus de place pour rien d'autre. Sophie était toujours debout près de la table, les mains sur les côtés et le regard fixé sur Caroline, sans haine, sans vengeance, avec l'expression d'une enfant qui vient de remplir la seule mission qu'elle avait et qui attend maintenant de voir ce qui se passe avec la vérité quand elle a enfin des preuves. Louise apparut à la porte du salon. Elle était debout dans l'encadrement avec Mathieu dans les bras et Émile accroché à son pantalon et les yeux rouges et le visage mouillé de larmes, parce qu'elle avait tout entendu de la cuisine, chaque mot de Sophie, chaque chiffre de Richard, chaque silence de Caroline, et ce qu'elle avait sur le visage n'était ni de la honte ni de la peur, mais quelque chose que Louise ne s'était pas permis de ressentir en 3 mois, le sentiment que quelqu'un la voyait. Caroline regarda Louise. Elle regarda la femme à qui elle avait volé 3 600 €, debout à la porte avec un bébé dans les bras et un enfant accroché à sa jambe, et les vêtements propres qui avaient toujours été propres, et la dignité qui avait toujours été intacte. Et ce qui traversa le visage de Caroline ne fut pas du repentir. Ce fut la gêne de quelqu'un qui se voit reflété dans les yeux de la personne qui l'a blessé et qui ne peut soutenir le regard. « Demain, mon avocat vient, » dit Richard. « Tu vas rendre chaque euro, et tu vas signer ce que tu as à signer. Cette nuit, tu pars. » Caroline monta les escaliers sans répondre, fit 2 valises, appela un taxi et sortit de l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine à 11 h du matin, un dimanche, par la même porte par laquelle elle était entrée 8 ans auparavant, sauf que cette fois-ci, personne ne l'accompagna à la porte, personne ne porta ses valises, et personne ne lui dit au revoir. Les triplés ne comprirent pas pourquoi leur maman était partie avec des valises. Richard leur dit que maman avait besoin de quelques jours de repos. Sébastien demanda si Louise et les enfants allaient rester. Richard dit oui. Et Sébastien prit Émile par la main et le tira vers le salon et lui dit « Viens, je te montre mes voitures », avec la naturalité d'un enfant de 4 ans pour qui les choses sont simples. Les gens qui restent sont les gens qui comptent. Les 6 enfants se réunirent dans le salon cet après-midi-là. Les triplés montrèrent à Émile les jouets qu'ils avaient, et Émile les regardait avec la même expression qu'il avait eue en regardant l'eau chaude, l'expression de quelqu'un qui découvre qu'il existe des choses que d'autres enfants tiennent pour acquises. Sophie s'assit sur le canapé avec Émilie sur ses genoux et lui lut une histoire avec la patience d'une enfant qui lit des histoires à ses frères depuis des années et qui ne distingue pas entre ses propres frères et sœurs et ceux empruntés. Et Mathieu rampa sur le sol du salon, poursuivant une balle que Jacques lui roulait encore et encore. Et chaque fois que Mathieu l'attrapait, Jacques applaudissait. Et Mathieu riait de ce rire de bébé qui remplit les maisons de quelque chose que les meubles et les rideaux et les sols en marbre ne peuvent pas remplir. Richard les regarda depuis la porte du salon. 6 enfants, 3 qui avaient tout et 3 qui n'avaient rien, jouant ensemble sur le sol comme si la différence n'existait pas. Parce que pour les enfants, la différence n'existe pas. La différence est une invention des adultes que les enfants n'ont pas encore appris à voir. Cette nuit-là, quand les 6 étaient endormis, Richard descendit à la cuisine. Louise était là, assise sur le même tabouret où Sophie s'était assise la nuit précédente, les mains sur le comptoir et les yeux regardant le jardin par la fenêtre et le manteau plié sur ses jambes. Parce que Mathieu était déjà endormi dans un lit et n'avait plus besoin du manteau. Mais Louise le gardait sur ses genoux quand même, comme on garde les choses qui ne servent plus à ce à quoi elles servaient, mais qui signifient trop pour les lâcher. Richard s'assit à côté d'elle, ne parla pas. Louise ne parla pas, et le silence qu'ils partagèrent fut le premier silence en 3 ans qui n'était pas rempli de choses que l'un ne savait pas et que l'autre ne pouvait pas dire. C'était un silence propre, le silence de 2 personnes qui sont enfin du même côté de la vérité.
8 mois plus tard, dans une rue tranquille du quartier de la Goutte d'Or, le même quartier où Louise vivait avant que Caroline ne lui coupe le salaire et que son monde s'effondre. Il y avait une petite maison avec une porte bleue et une fenêtre qui donnait sur un patio où il y avait de la place pour un étendoir et un pot de basilic et rien d'autre, mais qui pour Louise et ses enfants était plus grande que n'importe quel hôtel particulier parce qu'elle était à eux. Richard paya le loyer des 6 premiers mois et la rénovation complète. Peinture, plomberie, une nouvelle cuisinière. Un chauffe-eau pour qu'Émile n'ait plus jamais à découvrir que l'eau chaude existe. Louise lui dit qu'elle ne pouvait pas accepter. Richard lui dit que ce n'était pas un cadeau, mais une dette. La dette d'un homme qui signa des fiches de paie pendant 3 ans sans vérifier que l'argent arrivait là où il devait arriver. Louise accepta à condition que, une fois stabilisée, elle payerait le loyer elle-même. Richard accepta la condition, sachant que Louise la tiendrait parce que Louise tenait toujours parole. C'était quelque chose qu'il avait appris trop tard et qu'il n'allait pas oublier. Sophie entra à l'école des triplés en 3e année et au 2e mois, elle était la meilleure élève de la classe. L'enseignante dit à Richard lors de la réunion parents-professeurs que Sophie avait quelque chose qu'elle n'avait pas vu en 30 ans d'enseignement, une discipline qui ne venait pas de la pression, mais de la conviction. La conviction d'une enfant qui avait appris sous un pont qu'étudier était la différence entre la boîte en carton et la maison avec une porte bleue. Les vendredis, Sophie allait à l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine avec les triplés et les 5 faisaient leurs devoirs ensemble à la table de la salle à manger. Et Sophie expliquait les divisions à Jacques avec la patience d'une maîtresse et l'autorité de quelqu'un qui sait que la connaissance est la seule chose que personne ne peut vous enlever. Émile avait une trousse complète de 24 crayons de couleur que Richard lui avait offert le premier jour d'école. Il les avait organisés par teinte, chaude d'un côté, froide de l'autre, avec la même obsession de l'ordre qu'il avait quand il rangeait ses 3 crayons sans pointe sous le pont. Le vieux cahier était toujours rangé. Louise ne l'a pas jeté. Elle l'a mis sur l'étagère du salon à côté d'une photo des 3 enfants. Ouvert à la première page où l'on pouvait encore lire son écriture au feutre bleu, « Étudie, mon amour ». Un jour, nous aurons une vraie maison. Et en dessous avec l'écriture d'Émile, qui n'était plus tremblante, mais ferme. Parce qu'un enfant qui écrit tous les jours à un bureau améliore son écriture de la même manière qu'un muscle qui est exercé se renforce. Nous avons déjà une vraie maison, maman. Mathieu dormait dans un lit en bois que Richard avait acheté dans un magasin de meubles du quai de la Râpée. Il avait des draps propres, un petit oreiller et un mobile d'étoiles qu'Émile lui avait fabriqué avec du carton et de la laine. Mais toutes les nuits, sans exception, Louise lui mettait le manteau dessus, le même vieux manteau usé qui n'avait plus besoin de couvrir personne, car il y avait maintenant des couvertures et un toit et des murs. Louise le mettait quand même. Parfois, elle restait un instant la main sur le manteau, regardant Mathieu dormir. Et si quelqu'un lui avait demandé pourquoi elle continuait à le mettre, elle aurait dit que c'était par habitude. Mais ce n'était pas l'habitude, c'était la mémoire. La mémoire de 87 nuits où ce manteau avait été la seule chose qui séparait son fils du froid, et l'acte de le poser doucement, lentement, des 2 mains lissant le tissu sur le corps du bébé, était la façon qu'avait Louise de se rappeler d'où il venait, pour ne jamais oublier ce que cela avait coûté d'arriver jusqu'ici. Richard allait toutes les semaines avec les triplés. Les 6 enfants jouaient dans le patio de la Maison Bleue, avec la même naturalité qu'ils avaient joué le premier jour dans le salon de l'hôtel particulier, sans distinguer, sans mesurer, sans calculer qui avait plus et qui avait moins, parce que les enfants ne naissent pas avec cette calculatrice et ne l'acquièrent que lorsque les adultes l'installent. Sébastien apprit à Émile à faire du vélo sur le trottoir du quartier. Émilie et Sophie inventèrent une langue secrète que seules elles comprenaient. Jacques faisait des grimaces à Mathieu, jusqu'à ce que le bébé rit de ce rire qui remplissait tout le patio. Et Louise continuait à travailler à l'hôtel particulier, non pas parce qu'elle n'avait pas le choix, mais parce qu'elle le voulait. Elle arrivait à Sept, partait à 6h. Richard lui avait ajusté l'horaire pour qu'elle puisse aller chercher ses enfants à l'école, et les triplés la recevaient chaque matin avec la même joie que d'habitude, parce que pour eux, Louise n'était pas l'employée, mais la personne qui s'occupait d'eux, qui leur coupait les fruits comme chacun les aimait, qui savait qu'Émilie avait besoin de lait tiède, et que Jacques avait peur des abeilles, et que Sébastien ne mangeait rien de vert, à moins que Louise ne le coupe si petit qu'on ne le voit pas. Louise savait tout de ses enfants. Elle l'a toujours su. La différence était que maintenant quelqu'un d'autre le savait aussi. Dans le bureau du 2e étage de l'hôtel particulier, dans le tiroir où Richard rangeait autrefois les factures des supermarchés et les contrats avec les fournisseurs, il y avait maintenant un objet qui n'appartenait à aucune catégorie comptable.
C'était une petite boîte en carton, aplatie, au coin plié, et avec une tache d'humidité sur un côté, et le journal froissé toujours collé au fond. La boîte où Mathieu avait dormi 87 nuits sous un pont sur le canal Saint-Denis. Richard l'avait rapporté du pont le jour où il était revenu chercher les choses qui restaient, l'avait nettoyé, rangé, et avait collé sur le couvercle intérieur une photographie que Louise lui avait envoyée par téléphone un dimanche. Les 6 enfants assis dans le patio de la Maison Bleue, les jambes pendantes du muret bas et les bras autour des épaules de ceux qui étaient à côté. Sophie à une extrémité avec son visage sérieux et Mathieu à l'autre sur les genoux de Sébastien. Et les 4 du milieu souriant du sourire des enfants qui ne savent pas qu'ils sont photographiés et qui, par conséquent, souriant vraiment. Sous la photo, de son écriture, Richard écrivit « Pour ne jamais oublier ce que je n'ai pas vu ».